Bonjour et bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo, on va évoquer le droit à l'IVG et la question de sa constitutionnalisation, donc de son inscription dans la Constitution. Alors tout d'abord, pour pouvoir savoir si cette inscription est pertinente, il faut revenir dans un premier temps sur l'état du droit en France. Ensuite, j'évoquerai un petit peu ce qui se passe dans les autres pays et après je vous expliquerai si cette inscription est pertinente ou pas en l'état. Donc il faut savoir qu'en France, le droit à l'IVG a été consacré par la loi du 17 janvier 1975, dite loi Veil, qui était une loi à l'origine à vocation expérimentale, mais qui a été rendue définitive par la suite. Donc elle prévoyait la femme enceinte que son état place dans une situation de détresse peut demander à un médecin l'interruption de sa grossesse. Cette interruption ne peut être pratiquée qu'avant la 10e semaine de grossesse. Par la suite, il y a eu de nombreuses évolutions législatives qui ont eu toute vocation à renforcer ce droit. Donc tout d'abord une loi de 2001 qui étend le délai à 12 semaines, ensuite une loi de 2014 qui supprime la situation de détresse pour permettre à toute femme qui ne veut pas poursuivre sa grossesse de demander une IVG, ensuite une loi de 2016 rajoute un droit à l'information, et enfin une loi de 2022 augmente le délai à 14 semaines. La seule limitation qui existe en France à ce droit, c'est la clause de conscience. Donc la clause de conscience, en fait, c'est un mécanisme qui permet aux praticiens qui ne souhaitent pas pratiquer une IVG pour des raisons de conscience, eh bien de refuser, à condition, bien évidemment, d'informer immédiatement la patiente et de l'orienter vers un praticien qui, lui, sera apte à réaliser l'IVG. Donc en apparence, en France, ce droit est plutôt bien garanti, il ne semble pas mis en danger. Pour autant, la question de son inscription dans la Constitution s'est posée suite à des événements qui n'ont eu lieu non pas en France mais à l'étranger, en particulier aux États-Unis. Donc aux États-Unis, l'IVG était autorisée dans tout le pays suite à une jurisprudence de la Cour suprême de 1975 qui s'appelle Roe vs Wade. Donc ce qui est assez marrant dans cette jurisprudence, c'est que la plaignante s'appelait Norma McCorvey et c'était une femme qui avait attaqué l'État du Texas et en particulier la loi du Texas qui à l'époque interdisait l'avortement. Et donc elle a donc donné lieu à cette jurisprudence qui autorisait l'avortement dans tout le pays. Mais par la suite, elle s'est convertie au christianisme et elle est devenue militante pro-life, puisque vous savez que là-bas, les personnes qui sont favorables à l'IVG sont les pro-choice et ceux qui sont contre s'appellent les pro-life. Et donc elle est devenue militante pro-life, alors même qu'elle était à l'origine de la jurisprudence historique qui autorise l'IVG. À la fin de sa vie, elle a déclaré qu'apparemment elle aurait été payée par les militants pro-life pour se joindre à leur cause, mais qu'en fait, voilà, elle l'a fait juste parce qu'elle a été payée. Donc je trouvais ça assez cocasse. Donc ensuite, il faut savoir que pendant le mandat de Donald Trump, il a annoncé qu'il allait donc remplacer les juges de la Cour suprême pour nommer des personnes qui seraient plus conservatrices et donc aptes à revenir sur cette jurisprudence pour, voilà, pour limiter le droit à l'IVG. Donc c'est ce qu'il a fait. Et en attendant que la Cour suprême se prononce, puisque la Cour suprême ne se prononce que sur des affaires, donc il fallait qu'une affaire relative à l'IVG lui soit soumise, les États ont prévu des trigger laws. Donc c'est quoi des trigger laws? C'est des lois en fait qui existent déjà, mais qui ne sont pas applicables, puisqu'elles sont en attente d'une jurisprudence de la Cour suprême qui va permettre de les appliquer. Donc là, en l'occurrence, c'était des lois qui avaient vocation à interdire l'avortement de manière très ferme, et elles attendaient que la Cour suprême revienne sur sa jurisprudence de 75, et c'est ce qui s'est passé le 24 juin 2022, donc je pense que vous avez dû en entendre parler. La Cour suprême a adopté une jurisprudence très défavorable à l'IVG, donc qui s'appelle Dobbs vs Jackson Women's Health Organization, et donc qui, en fait, n'interdit pas réellement l'IVG, mais donne la compétence aux États fédérés de régir ce droit comme ils l'entendent, et donc de l'interdire s'ils le souhaitent. Donc en fait, c'est pas vraiment une question d'autorisation ou d'interdiction de l'IVG, c'est plus une question aux États-Unis de compétence État fédéré versus État fédéral. Et donc là, en fait, la Cour suprême se prononce pour une compétence des États fédérés pour l'IVG. Mais en vérité, ça revient un petit peu à l'interdire, puisque la Cour suprême sait très bien que la plupart des États aux États-Unis sont très conservateurs et avait vocation à l'interdire dès que la jurisprudence serait rendue. Donc là, c'est ce qui s'est passé, puisque du coup, les trigger laws qui étaient
déjà prêtes ont commencé à s'appliquer et ce sont des lois qui sont très restrictives pour la plupart des États, donc notamment par exemple au Texas où l'interdiction donc maintenant de l'IVG est totale, sans exception, même en cas de viol ou d'inceste, et ce n'était pas clair si la loi autorisait ou pas l'avortement en cas de danger pour la mère, et donc des médecins ont refusé de pratiquer des avortements puisque la mère n'était pas encore en danger, si bien que on a dû attendre qu'elle soit en danger et donc c'était trop tard. Il y a des femmes qui ont eu des séquelles très graves, qui ont perdu l'usage de leur utérus, etc. Donc voilà, c'est une situation quand même assez grave. Ensuite, il y a d'autres États du coup qui ont donc adopté des lois aussi restrictives. Donc on a notamment l'Alabama qui prévoit 99 ans de prison pour une personne qui pratiquerait un IVG. Et la Caroline du Sud réfléchit à instaurer la peine de mort. Il y a de nombreux autres États qui ont légiféré de la même manière, donc l'Oklahoma, le Tennessee, l'Idaho, le Missouri, l'Arkansas, le Kentucky, etc. Je ne vais pas tous vous les citer parce que la plupart des États en fait sont pro-life. Et ce qui est un petit peu perturbant, c'est que ces lois en fait renforcent grandement les inégalités entre les riches et les pauvres, puisque les pauvres en fait ne vont pas pouvoir se rendre dans un autre État où l'IVG sera autorisé pour le faire pratiquer, et donc elles vont devoir ne pourront pas donc se rendre dans un autre État, alors que les riches, elles, vont pouvoir aisément aller dans un État où c'est autorisé. En France, le droit est un petit peu mieux garanti puisqu'il y a 27 sur les 24 États qui ont légalisé l'IVG, mais la situation est quand même particulière dans certains États. Donc en Finlande, par exemple, on a donc des critères assez restrictifs puisque l'IVG n'est autorisé qu'avant 17 ans, après 40 ans, ou si la situation financière, économique, sociale ou de santé est difficile, ou encore en cas de viol. En Hongrie, on contraint la femme à écouter les battements du cœur du fœtus avant de procéder à l'IVG, donc je trouve que c'est une solution quand même assez cruelle. En Pologne, l'IVG n'est autorisé qu'en cas de danger pour la mère et viol, et la possibilité de pratiquer un IVG en cas de malformation du fœtus a été supprimée en 2016, donc on voit qu'en Pologne, il y a un retour en arrière. En Espagne, donc ça, c'est les pays où le droit est un petit peu fragile. En Espagne, il y a eu un projet de loi en 2013 pour restreindre l'IVG au viol uniquement ou au danger pour la mère, qui a été abandonné puisqu'il y a eu un soulèvement, donc avec beaucoup de manifestations, etc. Au Portugal, il a été légalisé en 2007 suite à un référendum, mais il y a toujours un examen psychologique qui est obligatoire et l'avortement n'est plus remboursé par la sécurité sociale, donc il est à la charge de la mère, donc ici également un retour en arrière. Et en Slovaquie, le lobby catholique est très puissant, donc on a eu 11 propositions de loi qui ont été déposées en 2 ans visant à restreindre ce droit. Et enfin en Italie, la clause de conscience est très utilisée donc, par les praticiens. 75% des praticiens invoquent la clause de conscience et donc le droit en fait est très peu accessible en pratique alors même qu'il est consacré par la loi. Donc on voit que ce droit est quand même un petit peu fragile, en Europe également, moins qu'aux États-Unis, mais il est aussi un petit peu fragilisé, ce qui explique pourquoi on s'est posé la question en France de l'inscrire dans la Constitution. Alors pour pouvoir vous expliquer si cette inscription est pertinente ou non du point de vue du droit à l'IVG, il faut revenir un petit peu sur ce qu'est la Constitution tout simplement. La Constitution, en fait, elle se compose de 2 parties. Il y a une première partie qui est le texte brut de la Constitution, en fait, qui est la Constitution en tant que telle, qui a vocation en réalité à réguler, à organiser nos institutions. Donc quand je dis les institutions, c'est quoi? C'est tout simplement le gouvernement, le Parlement et le président de la République. Et également les institutions judiciaires. Donc voilà, c'est en fait une suite d'articles qui explique comment fonctionne la Ve République du point de vue des institutions. On a en particulier 2 articles que je voulais évoquer, et on y reviendra plus tard, vous comprendrez pourquoi. Donc c'est l'article 34 et l'article 37. Ces 2 articles ont vocation à réguler les compétences du gouvernement et du Parlement. Donc en fait, ils énumèrent une liste de sujets et ils nous indiquent si le gouvernement ou le Parlement est compétent. Donc autrement dit, si c'est le règlement, donc qui provient du gouvernement, ou la loi qui provient du Parlement, qui est compétente pour légiférer sur un sujet ou un autre. Donc par exemple, ça peut être une multitude de sujets, la santé, etc. Et donc dans l'article 34, on nous donne les compétences de la loi, donc les sujets qui seront régulés par la loi. Dans l'article 37, on nous dit tout ce qui n'est pas régulé par la loi sera régulé par le règlement et donc
compétence du gouvernement. Voilà, c'est juste un exemple des articles qui se trouvent dans la Constitution, donc c'est des articles qui traitent vraiment de nos institutions et de la manière dont elles fonctionnent. C'est pas vraiment un endroit où on va trouver des droits. Les droits individuels, on va les trouver plutôt dans le préambule de la Constitution qui est annexé en fait au texte de la Constitution, qui lui contient beaucoup de droits individuels, puisqu'il contient plusieurs textes qui consacrent des droits très importants dans notre société, donc notamment la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui, elle, prévoit bien la liberté d'expression, la liberté d'association, etc. Donc c'est la DDHC de 1789. Donc voilà, une fois qu'on a compris en fait comment s'articulent ces deux textes, on comprend aisément pourquoi lorsque le Conseil constitutionnel pratique son contrôle de constitutionnalité, donc c'est-à-dire que le Conseil constitutionnel en fait a vocation à comparer une loi avec les droits qui sont garantis dans la Constitution pour savoir si cette loi est conforme ou non à la Constitution, et donc pour savoir s'il doit la censurer ou pas lorsque une nouvelle loi lui est soumise, on comprend aisément que quand il pratique son contrôle de constitutionnalité, il va plutôt confronter la loi, non pas au texte de la Constitution en tant que tel, puisqu'il ne régule que les institutions, mais plutôt au préambule qui lui contient de nombreux droits de l'homme, de nombreux droits individuels, et donc c'est plutôt du point de vue des droits individuels que le Conseil constitutionnel en général va censurer ou non une loi. Alors ça arrive bien sûr qu'il y ait des lois qui concernent les institutions et donc qui puissent être censurées par rapport au contenu même du texte de la Constitution, mais en général, le Conseil constitutionnel va plutôt se baser sur les droits qui sont garantis au préambule, puisque lui, son objectif, c'est vraiment de vérifier si la loi est conforme aux droits individuels. Et donc, il va, la plupart du temps, utiliser le préambule qui contient, donc, comme je vous le disais, de nombreux textes qui garantissent toutes sortes de droits. Donc, lorsqu'il pratique son contrôle de constitutionnalité, le Conseil constitutionnel a le pouvoir, en fait, de donner valeur constitutionnelle, en quelque sorte, à certains principes. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il a fait pour l'IVG, et c'est là que c'est intéressant. Dans une décision du 27 juin 2001. Donc, dans cette décision, le Conseil nous dit que l'IVG est une composante de la liberté de la femme, et donc qu'elle a valeur constitutionnelle, puisque la liberté de la femme est garantie par l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui est présente dans le préambule, et également par le Conseil constitutionnel également s'appuie sur le principe de dignité humaine, qui aussi est garanti dans le préambule, et donc qui ont valeur constitutionnelle. Donc il annexe en fait l'IVG à ces deux droits qui ont valeur constitutionnelle puisqu'ils sont contenus dans le préambule de la Constitution. Du coup, en pratique, aujourd'hui, si le Conseil constitutionnel est saisi d'une loi qui restreint très fortement le droit à l'IVG, normalement, du point de vue de sa jurisprudence actuelle, il devrait la sanctionner, puisqu'elle ne serait pas conforme, du coup, au droit à l'IVG, qui est lié aux droits de la femme, qui ont valeur constitutionnelle, puisque c'est ce qu'il a déclaré dans sa décision de 2001, qui a été par la suite confirmée d'ailleurs. Donc, aujourd'hui, on a déjà, en fait, une garantie constitutionnelle que l'IVG ne sera pas restreint de trop. Le problème, c'est que pour moi, là, ce que je vous explique, c'est que on a aujourd'hui une garantie. Le problème, c'est que les partisans de l'inscription de l'IVG dans la Constitution vont vous dire ça ne suffit pas. Pourquoi ? Parce que, d'une part, la composition du Conseil peut changer. Théoriquement, c'est vrai qu'elle pourrait changer et on pourrait avoir des membres qui seraient plus conservateurs et qui, eux, voudraient revenir sur cette jurisprudence de 2001 ou adopter une jurisprudence qui serait plus restrictive. Et même si la composition ne change pas de couleur politique et demeure la même, le problème c'est que ce que veulent les partisans de l'inscription de l'IVG dans la Constitution, c'est d'éviter un retour en arrière, en fait, du droit. Là, en fait, ce qui est garanti, c'est simplement le droit à l'IVG, puisqu'on nous dit le droit à l'IVG est lié au droit de la femme, qui est inscrit dans la DDHC, qui est garanti par la Constitution. Mais en fait, si, imaginons, il y a une atteinte qui est portée aux garanties qu'on a, nous, aujourd'hui, dans la loi, le délai de 14 semaines, etc., on pourrait imaginer une atteinte qui ne serait pas considérée par le Conseil comme portant atteinte au droit à l'IVG, mais qui serait tout de même une atteinte aux garanties qu'on a
actuellement. Par exemple, une diminution du délai. Le Conseil pourrait tout à fait accepter cette loi en considérant qu'elle ne porte pas atteinte aux garanties de la Constitution, puisqu'elle ne supprime pas l'IVG en fait, mais par contre, elle restreindrait grandement ce droit. Et c'est ce que veulent éviter les personnes qui souhaitent l'inscrire dans la Constitution. Donc voilà, je comprends tout à fait cette démarche, puisqu'il est vrai qu'aujourd'hui, autant si une loi venait interdire l'IVG, c'est clair que le Conseil la sanctionnerait, par rapport à sa JP de 2001, autant si une loi venait restreindre les conditions d'accès à l'IVG, il n'est pas sûr que le Conseil la sanctionnerait. Donc ce que veulent les personnes qui veulent inscrire l'IVG dans la Constitution, c'est éviter un retour en arrière des garanties que nous avons aujourd'hui en France. Donc que propose la réforme pour éviter ce retour en arrière ? Eh bien, pour voir si finalement les propositions qui sont faites permettent d'éviter ce retour en arrière, il faut s'intéresser à la place du texte et surtout aux termes utilisés dans le texte proposé. Donc il faut savoir qu'il y a eu 6 propositions de loi qui ont été déposées sur le sujet entre juin et septembre 2022, et la plupart ont été refusées par le Sénat, qui estime à juste titre que ce droit n'est pas remis en cause en France actuellement, qu'il est déjà bien protégé, notamment par la jurisprudence protectrice du Conseil. Il faut savoir qu'à l'origine, certains proposaient d'inscrire ce droit à l'article 1 de la Constitution. Personnellement, je n'y suis pas favorable parce que si vous allez lire l'article 1, vous allez voir que c'est quand même un article très général qui décrit la République, qui dit que nous sommes une république démocratique, etc. Donc c'est peut-être pas forcément l'endroit le plus approprié pour inscrire ce droit. Et donc une nouvelle proposition a été déposée le 7 octobre 2022 par la députée France Insoumise Mathilde Panot. Elle a été adoptée par l'Assemblée nationale en première lecture. Et cette proposition, à l'origine, prévoyait d'inscrire l'IVG à l'article 66-2. Donc, le texte était le suivant. La loi garantit l'effectivité et l'égal accès du droit à l'IVG. Alors, je vous ai dit tout à l'heure, il faut s'intéresser à la place du texte et au contenu, donc aux termes utilisés. Donc par rapport à la place du texte, l'article 66-2 suivrait l'article 66-1 qui interdit la peine de mort et se trouverait dans un titre sur l'autorité judiciaire. Donc, bon, pourquoi pas, mais il ne me semble pas vraiment que le droit à l'IVG soit lié à l'organisation de l'autorité judiciaire. Je vois le rapport avec la peine de mort, mais je trouve que, en fait, pour moi, le droit à l'IVG ne doit pas être inscrit dans le corps même de la Constitution, puisque ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que le corps même de la Constitution traite de nos institutions et non pas des droits individuels. Donc pour moi, la véritable place de ce droit, ça serait dans le préambule. Si vous allez lire le préambule et le corps de la Constitution, vous allez tout de suite comprendre de quoi je veux parler, puisque dans le préambule, voilà, il y a énormément de droits qui, évidemment, se rapportent au droit à la vie, à la dignité humaine, la liberté d'expression, le droit à un procès équitable, etc. Et je trouve que c'est beaucoup plus logique de l'ajouter au préambule. Mais bon, voilà, ce n'est pas ce qui a été proposé. Alors par contre, la phrase qui est proposée, je trouve qu'elle est plutôt bien, puisqu'elle nous dit « La loi garantit l'effectivité et l'égal accès du droit à l'IVG ». Donc j'aime bien garantie et effectivité, puisque là, on a vraiment des termes qui vont empêcher un retour en arrière. Puisque là, peut-être que si on avait un texte comme ça, qu'il y avait une loi qui voulait revenir sur le délai ou sur les conditions d'accès, etc., peut-être que le Conseil la sanctionnerait, puisque la loi doit garantir l'effectivité du droit à l'IVG. Et l'égal accès, pareil, donc ça empêcherait les discriminations, etc. C'est un texte qui est plutôt... qui est plutôt pas mal, je trouve. Mais le problème, c'est qu'il n'a pas été voté en ces termes par le Sénat, puisque, comme je vous disais, le Sénat était plus réfractaire en fait à l'inscription dans la Constitution de manière générale. Et donc, il a voté le texte comme suit. La loi détermine les conditions dans lesquelles s'exprime la liberté de la femme de mettre fin à sa grossesse. Donc on n'a plus garantie, on n'a plus effectivité, on n'a plus égal accès et on n'a même plus IVG. Là, on a juste mettre fin à sa grossesse. En fait, le texte est un petit peu vidé de sa substance. Malheureusement, on n'a plus de garantie. Et si un tel texte était adopté, eh bien, on n'est pas sûr que le Conseil sanctionnerait, par exemple, une restriction du point de vue du délai ou une restriction d'accès à l'IVG. Puisque ce texte, en fait, est
est vide. Il ne propose pas d'inscrire dans la Constitution l'IVG en tant que droit qui nécessite d'être effectif et garanti. En plus, on propose d'inscrire ce texte à l'article 34. Et comme je vous le disais, l'article 34, c'est pas vraiment un article qui a vocation à consacrer des droits, en fait. C'est un article qui a simplement vocation à lister des sujets pour dire qu'ils sont de la compétence de la loi. Donc en fait, là, ce qu'on propose, c'est pas satisfaisant, je trouve. Pour autant, le 8 mars 2023, Emmanuel Macron a annoncé qu'il allait déposer un futur projet de loi cette fois-ci, qui donc vraisemblablement reprendrait les termes qui ont été votés par le Sénat, puisque c'est les seuls termes sur lesquels les deux chambres sont tombées d'accord. Alors l'intérêt pour Emmanuel Macron de déposer un projet de loi, donc vous allez me dire, on pourrait très bien continuer avec cette proposition qui a été votée par le Sénat, mais en fait, donc il faut bien faire la distinction entre projet de loi et proposition de loi. Donc un projet de loi, c'est quelque chose qui émane du gouvernement. Donc ça va être une loi, mais qui à l'origine émanait du gouvernement, alors qu'une proposition de loi, c'est une loi qui émane du Parlement. Et en fait, pour pouvoir réviser la Constitution, une proposition de loi nécessite de passer par le référendum, alors qu'un projet de loi nécessite une adoption au 3/5 du Parlement, donc sans passer par le référendum. On souhaiterait passer par le projet de loi pour éviter de faire un référendum, parce qu'on considère que c'est un droit qui... parce qu'en fait, ça pourrait être un peu contre-productif de remettre ce droit au cœur de l'actualité, alors qu'on sait qu'il y a des personnes qui sont profondément opposées à ce droit-là, et donc on préférerait ne pas passer par un référendum, ce qui expliquerait pourquoi Emmanuel Macron va déposer ce projet, mais qui donc vraisemblablement reprendrait les termes qui ont été votés par les deux chambres, donc que je vous ai cités tout à l'heure. Alors, il a été un petit peu critiqué puisque apparemment ça serait un projet de loi constitutionnel global qui donc traiterait d'autres sujets autres que l'IVG, donc qui pourrait faire un petit peu perdre du temps par rapport à la consécration de l'IVG, puisqu'il va y avoir forcément des débats sur les autres sujets qui seront traités dans cette loi constitutionnelle. Après, voilà, je comprends que Emmanuel Macron veut en profiter pour traiter d'autres sujets qui doivent être révisés dans la Constitution, etc. Mais c'est vrai que ça peut être perçu comme une perte de temps. Alors en définitive, donc par rapport à tout ce que je viens de vous dire, moi ce que j'en retire, c'est que déjà donc le texte sur lequel les deux chambres se sont mis d'accord n'est pas satisfaisant, puisque si un tel texte était adopté, le Conseil pourrait tout à fait sanctionner des lois qui restreindrait... Enfin, pourrait en fait, non, au contraire, laisser passer des lois qui restreindraient un petit peu l'avortement, mais sans l'interdire, ce qui est le cas aujourd'hui, et ce pourquoi on essaye de lutter en l'inscrivant dans la Constitution, pour éviter tout retour en arrière et entériner les garanties qu'on a acquis. Donc pour moi, avec un tel texte, en fait, ça ne serait pas le cas. Donc un tel texte est inutile, d'autant plus que son emplacement non plus ne prouve pas une volonté de consacrer ce droit, puisque si on avait réellement voulu le consacrer, on l'aurait inscrit au préambule, ou à la limite à l'article 66-2, mais l'article 34 ne me semble pas du tout adapté, pour les raisons que j'ai évoquées tout à l'heure. Donc en fait, on se retrouve avec un texte qui a une vocation uniquement symbolique, proclamatoire et politique, plus que juridique, puisque sinon on aurait utilisé des termes qui offriraient des garanties supplémentaires. Ce n'est pas une position qui était souhaitée par le comité Simone Veil en 2008, puisqu'il a refusé la modification du préambule. À l'époque, c'était le préambule, ce qui aurait été plus logique, comme je vous le disais. Puisqu'il a dit que c'était une disposition purement symbolique et donc ça n'intéressait pas le comité Simone Veil. Donc voilà. Est-ce que vraiment pour renforcer le droit à l'IVG, on a besoin d'une constitutionnalisation telle que celle-ci? Personnellement, je ne le pense pas. Je pense que le plus important, c'est de lutter sur le terrain, en fait, pour renforcer l'accès à l'IVG et donc éliminer les difficultés pratiques qui existent encore aujourd'hui. Pourquoi pas renforcer le droit à l'information, prendre des mesures qui organiseraient le système de soins de façon à ce que l'IVG soit plus accessible, prendre des mesures concrètes, en fait, qui dépasse largement la portée symbolique uniquement d'une révision constitutionnelle. Donc voilà, en définitive, je trouve qu'on ne devrait
voilà, qu'on devrait peut-être utiliser des mesures concrètes, donc des lois ou des règlements pour renforcer le droit sur le terrain au lieu d'envisager une réforme constitutionnelle qui finalement, en l'état en tout cas, n'apporte pas vraiment, n'apporte pas du tout de garantie supplémentaire par rapport à ce qui existe déjà en droit français et qui par ailleurs garantit déjà très bien le droit à l'IVG. Voilà, donc je suis curieuse d'avoir votre avis sur le sujet, n'hésitez pas à me faire un retour et je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.